Quand la France traverse des périodes où ses valeurs républicaines sont menacées, nous sommes des millions à défiler pour les défendre. La France qui s'unit et se réveille a redécouvert avec l'avènement des réseaux sociaux le symbole républicain par excellence qu'est Marianne. Marianne est partout. Elle veille sur les manifestants du haut de son piédestal, place de la République à Paris. Elle accompagne les cortèges partout en France. Seulement vers 20h que les manifestants se sont dispersés. Jusque-là, j'avais le souvenir d'une Marianne sereine dans les mairies, image d'enfance quand j'accompagnais ma mère qui allait voter. Je me rappelais de celle croquée par le dessinateur Jacques Faisan, de celle de Nofrant, de la sublime Brigitte Bardot qui lui avait prêté son image. Et j'entendais encore Michel Delpech qui la chantait. Mais que Marianne est jolie quand elle embrasse le cœur de Paris en criant dessus les toits, ça ira toute la vie. Durant toute notre vie, Marianne est omniprésente, mais tellement banalisée dans notre quotidien qu'on en oublie qui elle est vraiment et la force du symbole qu'elle représente. La question est devenue lancinante pour moi. Qui es-tu, Marianne ? Lorsqu'on commence à s'intéresser à l'histoire de Marianne, la première étape, c'est l'œuvre de Maurice Agulon. Il a été historien, précurseur dans les années 70. Il a mis en lumière les symboles républicains et particulièrement Marianne. Mais son œuvre est complexe. J'ai donc cherché une autre façon de mener l'enquête. Tiens, le sein de Marianne fait une fois de plus polémique. Mathilde Larère, reprise par la presse et tous les réseaux sociaux, est maître de conférences en histoire contemporaine et connaît parfaitement l'histoire de Marianne. Elle a donné un cours à la twittosphère et au Premier ministre du moment pour nous rappeler que le sein de Marianne est dénudé sans que ça signifie quoi que ce soit. Je décide donc de questionner Mathilde, encore surprise de son succès. J'ai été très surprise justement de l'effet, quand j'ai fait cette série de tweets, de la réaction à la fois en France, mais aussi à l'étranger. C'était très impressionnant. Et c'est là que j'ai pris la mesure de l'importance du symbole, parce que au bout du compte, je pense que si je n'avais pas parlé de Marianne, ça n'aurait pas fait le même effet. Donc c'est quand même significatif d'un désir de se trouver une représentation, une allégorie, un symbole, quelque chose qui fasse consensus, qui donne sens, qui permette de toucher, d'avoir un rapport sans doute plus émotionnel avec le politique. Moi aussi, j'ai été interpellée et j'aimerais avant tout savoir de quand elle date exactement. Donc l'allégorie de la République est née en 1792, au lendemain de la chute de la monarchie. Dès que la République est proclamée, donc à la suite de l'abolition de la monarchie, on a besoin de la représenter et on va la représenter par une allégorie. Donc on fabrique une allégorie féminine. À l'origine, ce n'était pas une femme. Marianne était un homme, je dirais même un religieux espagnol. Non, certainement pas, madame. À l'origine, comme vous dites, Marianne est une allégorie. C'est une allégorie de la liberté. En fait, comme le roi était nécessairement en France, du fait de la loi salique, un homme, la population était habituée à voir le pouvoir représenté par une figure masculine. Donc il y a d'abord ce souci aussi, pour effacer la monarchie, de mettre à la place une figure féminine, et l'allégorie s'y prête particulièrement. Qui plus est, depuis le début de la Révolution, les allégories ont été régulièrement utilisées par les révolutionnaires. Ça, c'est un emprunt, évidemment, à la mémoire et à la tradition antique. Donc, la tradition antique expliquerait l'origine de nos premières Mariannes. Je vais demander à une historienne de l'art, Nathalie Kaufmann. Les républicains étaient des hommes érudits nourris d'antiquités grecques et romaines. Et il y a une divinité qui va nous intéresser plus particulièrement, qui s'appelle Libertas. Elle était la fille de Jupiter et de Junon et incarnait une espèce d'insouciance, de vie libre et aussi de liberté. Donc c'est vraiment
l'idée d'une femme qui n'est pas esclave et qui vit dans l'insouciance et dans la joie, de cette déesse Libertas qui porte un bonnet, le bonnet phrygien de notre Marianne. Alors, que signifie ce bonnet? C'est là où ça devient intéressant. Ce bonnet signifie vraiment la liberté, car c'est le pileus que remettaient les Romains aux esclaves affranchis. Donc, quand on voit notre Marianne aujourd'hui avec ce bonnet rouge, ce bonnet phrygien, on se dit que Marianne connaît le prix de la liberté, puisque, portant ce bonnet, elle a été affranchie. Probablement que ce serait peut-être Marie-Antoinette qui a eu la tête coupée, puisqu'on représente toujours le buste. On ne lui a pas coupé le buste à Marie-Antoinette, on lui a simplement coupé la tête. Le buste est présent dans l'histoire depuis l'Antiquité grecque et surtout depuis l'Antiquité romaine. Le principe de ces bustes, c'est effectivement d'asseoir le pouvoir de la personne. Il était représenté un peu partout, donc à la fois il attirait le respect et dans le même temps il pouvait faire peur aux ennemis. Donc c'est une manière comme une autre d'asseoir son pouvoir par sa présence gravée dans le marbre. À part la Vierge, c'est vrai, Marianne est sans doute la femme la plus représentée, et en plus sur des supports extrêmement différents. Sculpture, peinture, lithographie, gravure, mais aussi graphe, comme quoi Marianne a su traverser l'espace et le temps avec une aisance que peu de femmes ont pu avoir. Je suis allée à la rencontre du street artiste Liox, reconnu pour son travail artistique sur Marianne. Il colle ses dessins dans la rue pour interpeller les passants. Donc j'abandonne des dessins qui représentent souvent Marianne et dans la mesure où elle est abandonnée toute seule dans la rue, chacun peut l'adopter et s'en saisir. Le passant est un critique intransigeant. Et sur le dessin, sur la forme, mais aussi sur cette Marianne. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle provoque, est-ce que les gens se sentent investis par cette représentation. Alors si vous voulez, vous la décrochez puisqu'elle vous appartient. Hein. C'est super. Regardez, elle se décroche toute seule, elle est pour vous. Les Mariannes de Liox ont l'air à l'aise dans la jungle urbaine. Mais d'ailleurs, depuis quand elle s'appelle Marianne? Alors Marianne, le prénom apparaît dans le sud de la France dès la Révolution française, au même moment, 1792, en rassemblant les deux prénoms qui étaient les plus donnés à l'époque, Marie et Anne, donc la Vierge et sa mère. Et en fait, là, ça symbolisait la Révolution. C'est une chanson occitane qui apparaît dans le Tarn et qui est une chanson qui raconte comment Marianne était malade et elle a été purgée. Et évidemment, cette purge de Marianne est en fait une allusion à la prise des Tuileries à Paris. Et après, il y a une saignée de Marianne et là, c'est la mort du roi. Mais dans ce cas-là, Marianne, c'est la Révolution. C'est pas la République, c'est la Révolution. Mais comme cela correspond à la mort du roi, cela permet de faire le lien. C'est un terme qui circule dans la rue, dans les milieux populaires, et elle va continuer comme ça à cheminer jusqu'à peu près même le Second Empire, toujours dans les milieux populaires, toujours pour signifier parfois la Révolution, parfois la République, mais sans jamais que ce soit relayé. C'est sous la Troisième République que vraiment le prénom est associé à la République et à son allégorie féminine. Et dans nos écoles publiques installées, elles aussi, par la Troisième République, est-ce que nos enfants connaissent Marianne? Qui connaissait le buste de Marianne, mais ne savait pas ce que ça représentait? D'accord. Alors déjà, première question, qui est Marianne? C'est un symbole qui représente le triomphe de la République. C'est un symbole qui présente le triomphe de la République. C'est bien qu'on expose plusieurs statues d'elle, parce que c'est un peu comme un hommage pour les personnes qui se sont battues pour qu'on soit libre. C'est un hommage, effectivement, pour toutes les personnes qui se sont battues pour la République, pour les droits, pour la démocratie. Comme nous a dit Arthur, c'est l'emblème, le symbole du triomphe de la République. Mais qui est cette femme? Il y a Delacroix, il a fait un tableau avec Marianne, il a mis Marianne dans ce Alors, le tableau d'Eugène Delacroix, qui peut m'en parler? Marius, je vois que tu as même le tableau en lui-même.
Comment s'appelle ce tableau? La liberté guidant le peuple. Alors, il date de quand? Il date de, Je ne sais pas trop, à ton avis, à peu près. je dirais, les années dans le 19e siècle. 19e, si tu ne te trompes pas, de 1830. Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est Marianne? Bah, moi je pense oui. Moi. Alors, on pense que c'est Marianne, hein, effectivement, mais Eugène Delacroix, il n'était pas républicain. Non, le tableau de Delacroix n'est pas une Marianne. Déjà, Delacroix n'était pas républicain. Il veut représenter les combats de 1830, qui est une révolution libérale, mais monarchiste, qui a d'ailleurs remplacé un roi par un autre, qui n'a pas imposé la République, quand bien même il y avait des républicains dans la Révolution. Mais Delacroix n'a pas du tout voulu représenter la République, et donc ce n'est pas une Marianne. C'est une liberté, mais c'est une liberté telle qu'on l'a représentée sous la Révolution française, avec les attributs qui étaient ceux de la liberté sous la Révolution française. Et comme sous la Révolution française, la liberté avait été reprise pour faire l'allégorie de la République, dans les imaginaires, cette liberté peut évoquer la République. Mais ce n'est absolument pas ce qu'a voulu faire Delacroix. Pour nous tous, qu'on le veuille ou non, cette liberté est devenue Marianne. La preuve, on retrouve même une version plus moderne de ce tableau au cœur même de nos institutions, à l'Assemblée nationale. Marianne y est un peu partout. Elle a même son propre salon. Cette collection unique, c'est l'œuvre de Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, qui lui voue une véritable passion. Marianne, c'est le chant de la liberté pour la République. Ça, c'est l'incarnation de... Si on voulait donner un mot, Marianne, c'est la République. Mais c'est la République qui porte la liberté. On se trouve dans le prolongement de la philosophie des Lumières, qui a irradié le monde, illuminé le monde de ce combat pour la liberté. Quel est le rêve d'avenir partagé de la France à cette époque-là et aujourd'hui encore? C'est un rêve d'avenir de liberté, d'égalité, de fraternité. Et c'est Marianne qui le symbolise. Alors, progressivement, on a voulu symboliser Marianne. Lorsque s'installe donc la Seconde République, le gouvernement provisoire lance un concours pour représenter à nouveau la République. Plusieurs artistes vont proposer des peintures, des solutions de représentation. Le plus connu d'entre eux, c'est Daumier. Les autres, en fait, sont assez obscurs. Il y a ce magnifique tableau de Daumier de 1848 qui s'appelle La République, où on voit une femme, comment dirais-je, aux formes très généreuses, avec des seins riches et lourds du bon lait de la République, qui nourrit ses enfants. Et au pied de la République, il y a un petit enfant qui lit. Et c'est vraiment l'idée que la République est la mère nourricière par le lait de l'instruction et par le soin qu'elle apporte à ses enfants. Et je trouve que ce tableau est tout à fait à l'image de ce qu'on peut imaginer de la République en tant que mère nourricière. Finalement, le temps que les œuvres arrivent, que le jury les examine, etc., la République est devenue conservatrice et on a effacé toutes ces propositions. Il n'y a pas eu de résultat au concours et aucune de ces Mariannes n'est devenue un sceau officiel. Aucune Marianne officielle retenue pour ce premier concours. Et pourtant, depuis la Révolution où elle avait pris facilement la place du roi sur la monnaie, l'image de Marianne circule. Au moment de l'euro, elle se fait plus rare et demeure uniquement sur les centimes. Mais cette année, elle est à l'honneur de la prestigieuse collection de la Monnaie de Paris. Au cœur des ateliers, des petites mains d'orfèvre s'activent pour graver notre héroïne. Mais d'ailleurs, comment choisit-on le dessin qui la représentera? Posons la question à celui qui a le privilège de la créer dans sa nouvelle version. Alors dessiner une Marianne, c'est un exercice auquel se confrontent, si j'ose dire, les maîtres graveurs de la Monnaie de Paris une ou deux fois dans leur carrière. Et c'est jamais un exercice facile. Il s'agit quand même de l'icône de la République. Elle doit donc représenter les valeurs de la République, mais en restant féminine, en restant un message, en restant lisible. Donc évoquer la force, mais aussi la douceur. C'est un exercice très compliqué. Donc comment faire pour en faire une icône qui
plaise à tout le monde ou dans laquelle se reconnaissent tous les Français. Alors cette Marianne que j'ai dessinée aujourd'hui pour ses valeurs faciales, elle doit être aussi actuelle. C'est assez compliqué, il faut qu'elle ait de la force, elle a ses attributs bien entendu, qui sont le bonnet phrygien, qui tombe bien d'ailleurs parce qu'on illustre la liberté. Et on pourrait voir dans la composition que le L de liberté s'envole, sort de sa gravure, s'envole et vient composer un vol de colombe qui se retrouve dans la cocarde, qui s'envole vers la cocarde. Donc, illustre bien la liberté, les oiseaux s'envolent évidemment, mais c'est une liberté aussi qui est encadrée, si j'ose dire, dans la République. Du côté des timbres, Marianne n'est devenue visage officiel qu'en 1944. Chaque président de la Ve République choisit un timbre pour la durée de son mandat. Sous l'impulsion d'André Malraux en 1961, c'est Jean Cocteau qui s'y colle. Quand on doit être léché par tant de monde, il ne faut pas être trop singulier. Il faut que les gens ne vous lèchent pas avec dégoût. Avez-vous votre rouge à lèvres? Attendez, je regarde. Rien dans cette poche? Ah, c'est une chance. Le voici. J'aimerais vous montrer le profil d'après lequel je suis parti. Avec plaisir. Ce profil de Marianne ressemblant à un jeune éphèbe n'avait nullement créé scandale à l'époque. C'est loin d'être le cas pour le timbre actuel, celui de l'artiste Olivier Sciappa et de sa Marianne de 2013, inspirée en partie d'une fémène. Quand on regarde un petit peu de manière historique Marianne, en 1789, regardez même sur le tableau de Delacroix, c'est une révolutionnaire. Elle se bat seins nus et elle se bat pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Non, monsieur Sciappa, comme nous l'avons vu, l'histoire, c'est pas tout à fait ça. Donc ça me semblait évident que c'était un peu la première fémène. Voilà pourquoi je me suis inspiré en partie de Dina Shevchenko, la fondatrice des Fémènes. Certains voulaient que Marianne laisse apparaître un sein parce que c'est la patrie, c'est la liberté qui sème et qui nourrit. Qui voudrait mieux qu'on laisse toujours les mêmes seins que les changer à tout bout de champ, parce qu'on est perdu quand même. Hein. Notre confrère Pierre Bonte d'Europe 1 a eu la pieuse pensée de consacrer une exposition à celle que Maurras appelait la femme sans tête et qui en réalité ne manque pas de visage. Mais pourquoi ces différentes représentations de Marianne déchaînent-elles autant de passion? Bonjour. Pour avoir une réponse, rendez-vous chez Pierre Bonte qui connaît plutôt bien, voire très très bien, Marianne. Sans fausse modestie, je peux dire que je suis le plus grand collectionneur de Marianne. J'ai commencé ma collection il y a de ça une trentaine d'années, à une époque où je réalisais une émission matinale qui s'appelait « Bonjour, Monsieur le maire ». Alors, Marianne, en fait, c'est toute une histoire. Il y a l'image d'origine qui est une femme portant le bonnet phrygien qui est le bonnet de la liberté. Mais cette image du bonnet phrygien a été associée en même temps aux excès de la Révolution et en particulier à la terreur. Donc, quand au siècle suivant, quand au 19e siècle, les républicains donc, ont gagné les élections et ont pu proclamer la République, ils ont préféré éviter cette image révolutionnaire de Marianne, qui était symbolisée par le bonnet phrygien rouge, et ils ont remplacé le bonnet phrygien par une couronne végétale, c'est-à-dire composée de végétaux symboliques, qui est le rameau d'olivier, symbole de la paix, les épis de blé, symbole d'abondance, ou la feuille de chêne, qui est le symbole de la force du régime. C'est finalement ces deux visages, l'un avec le bonnet phrygien, l'autre
avec la couronne végétale, incarne deux conceptions différentes de la République. Il y a une République sociale, que l'on dit, on dirait aujourd'hui plutôt de gauche, qui porte le bonnet phrygien, le bonnet rouge révolutionnaire, et il y a une Marianne plutôt à tendance conservatrice de droite, qui, elle, préfère se coiffer avec la couronne végétale. La Bastille est tombée, on s'est battu et le sang a coulé. Le peuple enfin à Paris est armé, prêt à lutter sans pitié pour sa liberté. On ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que représentait l'image de Marianne pour les républicains du 19e siècle, hein, ceux qui se sont battus pour installer le régime et qui se sont battus donc contre, à l'époque, les monarchistes, les bonapartistes. Le combat a été difficile. On est mort pour Marianne hein, sur les barricades de la Commune de 1848. Et donc, cette image de Marianne, qui nous paraît aujourd'hui très folklorique, elle était quelque chose de quasi religieux pour ceux qui avaient la foi républicaine et qui se battaient pour installer ce régime. Voilà, cette Marianne, qu'on appelle la Marianne de Tlemcen, elle date du 14 juillet 1882. Et je l'ai mise ici parce que c'était l'endroit où Louis-Philippe mettait son trône. Les parlementaires rendaient hommage à Louis-Philippe et partaient dans l'hémicycle. Eh bien, j'ai voulu la mettre au milieu, car quand les parlementaires rentrent dans l'hémicycle, ils passent devant le regard de Marianne. Celle-là est une Marianne maçonnique intéressante, car elle a été, sous la Troisième République, la Marianne de l'obédience maçonnique du Grand Orient de France. Une Marianne maçonnique, voilà qui m'intrigue. Allons poser la question aux intéressés. Direction le Grand Orient de France. Cette Marianne est-elle anecdotique ? Non, ce n'est pas anecdotique et la franc-maçonnerie va jouer un rôle très important dans la Marianne probablement la plus emblématique de la Troisième République. Les républicains, à partir de 1870, 1875 et 1880, vont peu à peu convaincre le pays que la République est le régime le plus bénéfique pour tout le monde. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs outils de la démocratie. Il y a l'école, il y a le savoir, il y a la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et la République va mettre ça en place très vite, à partir de 1880. Et à ce moment-là, eh bien, il faut un emblème, une effigie qui représente ce nouveau régime, ce régime qui veut faire des citoyens, qui veut émanciper les Français. Il y avait cette Marianne qui venait de la Révolution, un peu en demi-teinte, et donc ils vont décider d'en faire vraiment un emblème militant de la République en construction. Et donc Jacques France va faire une Marianne et il va la décorer d'un cordon avec des emblèmes maçonniques, équerre, compas, niveau. Mais à partir du moment où un certain nombre de dignitaires maçons, qui sont aussi des hommes politiques républicains, avec des responsabilités, vont vouloir en faire l'emblème de la République, le buste de la République, bien sûr, on ne pourra pas conserver les emblèmes maçonniques. Et donc Jacques France va faire une deuxième version de sa Marianne, avec les grandes dates de la République. Elle est exactement pareille, il ne s'est pas fatigué, si on peut dire, mais bon. Donc exactement le même cordon, mais au lieu d'attributs maçonniques, il va y avoir les trois grandes dates de la République, 1789, 1848 et 1870. Et en France, on avait une tradition, c'était de mettre un buste symbolisant le régime dans les mairies, dans les préfectures, dans les lieux institutionnels, sur une petite étagère. Alors il y avait eu le buste de Napoléon, de Louis XVIII, de Louis-Philippe, de Napoléon III, et là, l'étagère était un peu vide. Et donc, la Marianne de Jacques France, eh bien, elle va pouvoir se déployer dans les grandes, moyennes et petites villes comme emblème d'une république qui s'affermit. Donc, à partir de 1870 et l'installation de la Troisième République, les bustes vont se multiplier dans nos écoles et nos mairies. Cela est-il devenu obligatoire ? Il n'est pas obligatoire, mais c'est un usage qui veut que
dans une mairie, on installe le buste de Marianne pour montrer, afficher les convictions républicaines. À une époque, ce n'était pas évident. Toutes les communes n'étaient pas forcément des fanatiques de la République, surtout dans l'Ouest, en Vendée, par là. Donc la Marianne, c'était de dire, nous sommes une commune républicaine, les libertés, égalité, fraternité, c'est chez nous. Et aujourd'hui, comment ça se passe dans les communes? Ont-elles toutes une Marianne? Direction Plouec-du-Trieux, dans les Côtes d'Armor, petite ville de 1200 habitants. En fait, en arrivant à Plouec en tant que maire, dans cette salle, j'ai constaté plusieurs choses. Il manquait le pavoisement sur la mairie, il manquait les drapeaux de la République, de la région. Et effectivement, dans cette salle du conseil municipal, il n'y avait pas de Marianne. C'était une préoccupation, mais sans être pourtant une obsession. Et ce n'est effectivement que là, très récemment, il y a quelques mois, après les attentats de Charlie, on s'est dit qu'il fallait, à un moment donné, incarner visuellement, symboliquement, ces valeurs au travers d'une Marianne. Alors l'idée est venue de la commission de lancer un concours. Les Plouécois créent leur Marianne comme ils le souhaitent, soit une peinture, soit une sculpture, soit une œuvre d'art selon les d'art moderne, etc. Donc toutes les idées ont été mises sur la table et le jury a été constitué du conseil municipal et lance maintenant donc cette grande consultation auprès de notre population, auprès des Plouécois artistes qui souhaiteraient donc créer leur Marianne. Je me suis rendue chez Philippe, un des participants au concours, pour découvrir les premières esquisses de sa Marianne. Oui, donc en ce qui concerne cette Marianne, ce dessin, et là il est au stade où il est pratiquement abouti, mais il manque bien entendu la couleur. Il faut de la couleur est très importante. Et donc c'est là qu'intervient le truc où il ne faut pas se ramasser, parce que la mise en couleur sur le dessin original, si elle est plantée, si elle n'est pas bonne, il faut recommencer. Donc il faut penser avant comment on va mettre la couleur, et pour ça il faut se servir des petites esquisses. Je vais mettre un petit collier avec une petite hermine là, voilà. Mais discret, c'est pas ça qui compte pour moi, c'est l'esthétique et la sensualité du dessin, voilà. Donc j'espère que d'autres personnalités du village se lanceront dans la sculpture, le modelage, quelque chose en volume. Parce que finalement, ce qui compte, c'est malgré tout de participer. Voilà. Là, je me suis dit, je fais mon truc en toute modestie. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le mien. Le maire et le conseil municipal se prononceront à la fin de l'année. C'est vrai qu'elle est restée à la disposition de tous librement. Il n'y a pas de modèle officiel de Marianne et chacun peut la représenter telle qu'il la ressent. Et chaque maire est libre aussi de choisir tel ou tel buste. Et donc, d'une mairie à l'autre, moi, j'ai rencontré des centaines de Mariannes différentes, qui souvent étaient d'ailleurs réalisées par un sculpteur de la commune, qui était un bon républicain, et qui, quelquefois, en prenant comme modèle quelqu'un de la commune. Vous voyez, l'institutrice ou l'épicière. Bah, si ça se trouve, ça peut être la petite amie du président de la République. Ben oui, hein, si ça se trouve. Mais Marianne a été représentée aussi par des peintres, Marianne a été représentée par des caricaturistes, et en fait, c'est l'expression de la foi républicaine, Marianne. La Troisième République a voté la liberté de la presse et Marianne, devenue la République, va être de plus en plus caricaturée. On l'aime, on la hait. Pour comprendre cette relation ambiguë, je cherche un spécialiste du genre et j'ai pris rendez-vous avec Guillaume Doisy. Elle devient une cible de la caricature qui s'oppose justement à la République et elle prend évidemment des allures qui sont extrêmement défavorables. Évidemment, les caricaturistes de droite qui ont, on peut parler de préjugés de classe en fait, essayent de montrer une Marianne qui est triviale, qui est populacière, hein, qui est prostituée, donc qui vient du caniveau.
parce que c'est ça, évidemment, que les tenants du bonapartisme ou de l'Ancien Régime voient dans cette République, c'est finalement le triomphe du peuple. Donc on a des Mariannes extrêmement belles, extrêmement vaillantes, souriantes, mais martiales quand même, celles des dessinateurs républicains, et puis des Mariannes extrêmement décaties, extrêmement dégradées, parfois même animalisées en porc. Tout est fait pour la faire détester par le lecteur. Ce qui va changer un peu dans la manière d'utiliser ce symbole, ce sont les crises qui vont éclater en France, principalement l'affaire Dreyfus et l'émergence de l'antisémitisme. On va voir apparaître justement du côté des opposants à la République, puisqu'il en reste quand même, ils sont très dynamiques, des caricatures de Marianne enjuivée. C'est quand même une nouveauté. On la racialise, c'est-à-dire non seulement elle est laide et édentée, mais en plus, voilà, on invoque le type juif qu'on va multiplier pendant l'affaire Dreyfus. Mais on est toujours dans ce jeu de balancier, puisque on a une droite qui est très dynamique, une caricature de droite qui est très dynamique, mais aussi une caricature de gauche et d'extrême gauche qui est très dynamique. Et chacun, évidemment, utilise son symbole, et on va la retrouver pendant la guerre. On a cette transition où finalement elle va un peu perdurer pendant la guerre, puisque avec l'union sacrée, avec le bellicisme qui éclate à partir de juillet-août 1914, il n'est plus question de faire valoir cette diversité d'opinions. Les différentes Mariannes, finalement, se ressoudent en une seule. C'est le pays en guerre, c'est la patrie que l'on défend. Marianne ne sert plus à évoquer des sensibilités politiques, mais à évoquer l'union d'un pays derrière ses chefs, derrière, évidemment, la défense du sol. Marianne s'en va donc en guerre. À ce moment-là, elle ne représente plus la République, mais toute la nation. Le jour où tu es né fut un jour d'espérance, de joie, de liberté et aussi de souffrance. Mais tous ceux qui t'aiment t'ont prise pour emblème et chantent en chœur d'une même ardeur. T'en fais pas, Marianne, t'en fais pas. Dors bien sur tes deux oreilles. T'en fais pas, Marianne, t'en fais pas, car tu n'as pas ta pareille. Vas-y donc, retrousse tes manches, on le front point sur les hanches. Montre à tous que tu es toujours là. T'en fais pas, Marianne, t'en fais pas. Pour comprendre la transformation du symbole de Marianne en période de guerre, j'ai recherché Jean-François Chanet, historien et élève de Maurice Agulon. Vous savez, l'auteur de la Bible de Marianne sur laquelle je me suis endormie. À partir de la guerre de 14 et de la victoire de 1918, effectivement, à la fois tout un pan de l'opinion accepte désormais la République, ne serait-ce que parce qu'elle a gagné la guerre, et du coup Marianne, d'une certaine manière, s'assagit, est acceptée plus unanimement, et elle devient plutôt une représentation de la France, du coup. Puisqu'il devient plus difficile de séparer la France de la République. Elles deviennent vraiment indissociables à ce moment-là. Et elles sont restées par la suite, sauf évidemment dans la période de Vichy. Le régime de Vichy demande en général d'enlever les Mariannes. Des bustes de Philippe Pétain sont substitués aux Mariannes. Un grand nombre de maires républicains vont cacher leurs Mariannes. Et justement, il y a une histoire, un maire dans le Massif central qui a récupéré une Marianne et qui l'a cachée dans un tas de charbon. Et au moment de la libération de son village par les Alliés, il a ressorti la Marianne du tas de charbon, l'a rapidement nettoyée et l'a présentée à la fenêtre de la mairie. Après la libération, s'amorce le déclin de l'usage politique de notre icône. C'est le président qui occupe désormais la première ligne. Il y a quand même un retour de l'incarnation, et de l'incarnation masculine du pouvoir. C'est-à-dire que avec De Gaulle, la réticence que l'on avait pu avoir au XIXe siècle à la représentation du chef de l'État, cette personnalisation est devenue acceptable parce que De Gaulle est un républicain incontestable, que la démocratie s'est imposée,
et que même il l'a rétabli en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après avoir combattu pour la libération. Donc il est insoupçonnable sur ce plan-là. On ne peut plus craindre le pouvoir personnel. Fondamentalement, les Français ne croient pas à un danger pour la République avec l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Marianne ne disparaît pas totalement, évidemment. On la voit même omniprésente chez Jacques Faisan, dessinateur au Figaro, à Jour de France, dans des journaux voilà, plutôt de droite. Et on peut penser qu'il y a un paradoxe. Mais en fait, pas du tout. Cette Marianne, elle a un autre rôle. Son rôle, établir le dialogue entre le général et les Français. Marianne est intemporelle, Marianne est un symbole, Marianne n'existe pas. Je l'ai faite jeune une fois pour toutes, elle sera jeune une fois pour toutes. Moi, vous savez, je suis républicain, foncièrement républicain. Alors, je trouve qu'à tant faire que de représenter la République, il faut la représenter d'une façon agréable, à regarder, jeune et belle, autant que possible. Mais elle ne vieillira pas. C'est en fait un symbole qui devient pratique, qui est de moins en moins politique, qui incarne de moins en moins même le pays. Tout le monde est d'accord avec cette figure très consensuelle, puisqu'elle n'incarne plus justement les divisions politiques qu'elle a pu incarner. Mais oui, tout doucement, elle disparaît dans le cœur des Français, jusqu'au jour où... J'ai assisté à un phénomène qui a été la starisation de Marianne. C'est-à-dire que, en 1968, Aslan, dessinateur de pin-up, a eu l'idée amusante de créer un buste de Marianne auquel il a donné le visage de Brigitte Bardot. Ça a été une réussite médiatique, toute la presse en a parlé. Brigitte Bardot, c'est le cinéma. Et puis la France, c'est la France. Bon, ça me gêne pas. Tu veux ou tu veux pas? Non, 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 ça va pas jusque-là. Non, pas dans les mairies quand même pas, non. J'en sais rien. Oh, ça serait magnifique. Hein? Ah oui, oui, oui. Mais on s'en fout royalement. On voudrait bien, pour fille, il faut tout de même bien qu'elle se fasse voir quand même. Bardot avait dit que pour elle, il y avait eu 2 grands moments importants dans sa vie. C'est le jour où elle est entrée au dictionnaire Larousse et le jour où elle a incarné la République. Le buste de Brigitte Bardot a eu des belles années, jusqu'en 1996. Je lui reproche d'adhérer aux thèses du Front National, qui sont des thèses discriminatoires. Et je pense, si vous voulez, que ça la disqualifie pour incarner la République. Et des Mariannes incarnées par des célébrités, la France va en voir passer pendant plus de 30 ans. Sans aucune obligation, élue par l'Association des maires de France ou des concours de presse, ces Mariannes, plus ou moins légitimes, ont pourtant réveillé l'intérêt des Français pour l'effigie de la République. En même temps, je ne suis pas convaincu qu'il faille donner à Marianne l'image d'une personnalité connue, si belle soit-elle, parce que, bon, un idéal aussi puissant, aussi éternel que celui de la République, de la liberté, bon, il ne peut pas s'incarner dans une personne connue, il faut qu'il garde un caractère universel et éternel. Mais je pense sincèrement que quand on vous le propose, ça se refuse pas. Un jour de 1989, on est venu me faire une incroyable proposition qui m'était jamais venue à l'idée, c'était de représenter Marianne. Bon, c'est un honneur extraordinaire, puis c'est un plaisir fou, et puis se dire quoi, moi, la République, c'est incroyable. Bon, et c'est devenu un hologramme. Qui est un truc très bizarre. C'était la première fois que c'était pas un buste. Alors d'abord, je dis pourquoi pas de buste comme Brigitte Bardot. J'ai assez vite compris pourquoi pas de buste comme Brigitte Bardot. Mais surtout, c'était assez étrange comme procédé, et je crois que du coup c'était assez cher et qu'il n'y a pas beaucoup de mairies qui s'en sont équipées. Mais moi, le symbole extraordinaire de me dire, moi, voilà, la petite Française, je suis juive, la petite juive à qui on demande de représenter Marianne, c'était formidable, quoi. C'est comme, j'imagine qu'aujourd'hui, si on demandait, il faudrait demander justement à une Marianne de la diversité, ce que ça lui fait, j'imagine que ça devait lui faire la même chose. C'est-à-dire, au fond,
On était des catégories qui n'avaient pas représentation comme symbole de République. Et c'était une formidable façon d'intégrer et de mêler l'histoire. Une Marianne issue de la diversité. Et bien justement, Camélia Jordana, la chanteuse, est devenue Marianne pour une couverture de magazine. En fait, j'étais très touchée parce que je trouvais ça très cool de mettre une jeune femme française, d'origine algérienne, artiste, en couve déjà de leur magazine, et d'autant plus en Marianne. Pour moi, Marianne, je savais qu'il y avait quand même une origine, enfin, en tout cas qu'elle existait avant même le tableau de Delacroix. Mais j'arrivais pas bien, du coup, en termes chronologiques, c'était pas très acté, quoi, dans mon cerveau. Et voilà, j'avais vraiment en tête beaucoup plus précisément le tableau de Delacroix, de la liberté guidant le peuple, et un symbole très fort de la République française et de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de cette richesse, on va dire, la richesse de cette République. On m'a appelée peu de temps après l'hommage aux attentats auxquels j'avais chanté, avec Yael Naïm et Nolwenn Leroy, une chanson qui s'appelait « Quand on n'a que l'amour ». Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour user malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. J'étais hyper fière de me dire je suis quand même dans un pays où une poulette qui a une tête d'arabe, un nom d'arabe, qui a grandi dans le Var dans les années 90 et qui chante des chansons où je dis ma gueule d'étranger qui sait pas où aller peut représenter Marianne à un moment, quoi. D'ailleurs, ces Mariannes de la diversité, déjà en 2003, s'affichaient fièrement sur les colonnes de l'Assemblée nationale. Et nos enfants de CM2, ils la voient comment, notre Marianne? En tout cas, de la bienveillance. Il n'y a aucune critique. Hein. On ne dit pas « Ah, tu as décalqué, c'est trop facile, tu t'es fait aider par ta grand-mère » ou je sais pas quoi. Hein. D'accord? Donc, alors Gina, alors parle-nous un petit peu de ton dessin, si tu veux. Je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Internet, d'une petite statue d'elle. D'accord. Et j'ai essayé de la faire de face parce que sur la statue, elle était de profil, en fait. Je vous pose plus la question. Hein. Si vous avez envie de réagir, vous réagissez. Sinon, voilà. Alors, un drapeau avec un buste. Très bien, Philippa. Gaïa. Attends, je vais t'aider. Merci. Je vais rouler, il faut peut-être en mettre un autre. Alors. Donc je lui ai fait 4 colliers, un avec écrit liberté, l'autre égalité, le troisième fraternité et le quatrième diversité. Alors, diversité, ça vient d'où ce mot-là? C'est la différence. D'accord. Et c'est toi qui l'as mis? Oui. D'accord. Qu'a dit liberté. Alors, pourquoi diversité? Parce que Pour toi, c'est ce qui manque? Un peu, parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas pareil qu'avant. Du coup, il y a plein d'autres gens qui viennent d'autres pays et qui sont différents, et pourtant, ils sont français quand même. Et comme la vérité sort toujours de la bouche des enfants, la maire du 12e arrondissement de Paris leur a aussi donné la parole. Et c'est un artiste qui a eu l'idée de les faire écrire sur des robes pour un défilé de Marianne.
Je trouve magnifique l'imagination de nos enfants. Elle est extraordinaire. Et quand en plus un artiste permet de les exprimer, cette créativité de nos enfants, elle est très intéressante à regarder. Parce que bien évidemment, s'y projette ce que nous, on pourrait imaginer. Donc les couleurs bleu, blanc, rouge, par exemple, ils sont présentes. Des mots aussi, ils sont présents. Ça fait chaud au cœur parce qu'en fait, les enfants, peut-être de manière instinctive, créative, arrivent à dire des choses très fortes autour de ces habits. Et donc chacun pourra, j'espère, s'y retrouver. Quand il y a eu un appel d'offres de la ville de Paris en disant comment sensibiliser les enfants aux valeurs de la République, moi j'ai tout de suite pensé à cette femme. Cette femme qui incarne la liberté, qui incarne aussi le fait de la transgression parfois. Ce que j'aime dans cette femme, c'est qu'elle représente toutes les femmes qui aiment la liberté. Et en voyant qu'elle était atteinte de cette liberté, j'ai pensé que Marianne était... alors que plus personne n'en parlait. Il y a 1 an, 2 ans, Marianne, après avoir été la fille, la femme, la mère, la grand-mère de la patrie, d'un seul coup, elle arrive, elle était bleu, blanc, rouge. Et l'image de Marianne que je vois dans les médias, elle est noire et blanc avec une larme noire. Voilà. Alors ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là. Depuis 1999, où elle est devenue emblème officiel de la France, son profil était banalisé. Mais lorsqu'elle fut endeuillée, nous avons tous été submergés par l'émotion. On a l'attentat de Charlie Hebdo qui a été évidemment une crise fondamentale. Et une crise fondamentale qui a tourné autour de la liberté d'expression quand même. Il est tout à fait normal qu'on la réinvoque parce que non seulement la liberté d'expression a été largement ensanglantée au travers de ce drame, au travers de cet attentat, mais en plus la République elle-même, le régime, la société dans son ensemble est quand même ébranlée par un événement totalement inédit, extrêmement violent et qui touche quand même un symbole très fort, la presse, qui touche le dessin. Jamais dans l'histoire de France depuis la Révolution française, aucun dessinateur n'a été tué dans le pays. Donc voilà, on est vraiment face à un choc énorme. Depuis les attentats, depuis Charlie, depuis l'hypercachère, depuis le Bataclan, les terrasses, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, enfin toute cette lourdeur de climat qui fait que plus que jamais, la République est un symbole auquel on s'accroche, on s'attache. C'est lié aussi au débat sur la laïcité. Tout ça, c'est les beaux symboles de la République qu'il ne faut pas confondre avec les symboles identitaires qui sont très souvent manipulés. Et donc le visage de la République aujourd'hui revendiqué, parce que pendant le drapeau français, l'hymne national, l'idée de la patrie et de la République, ça faisait un peu ringard autrefois. Bon, on s'est aperçu que, 1, c'était pas ringard, et que 2, il n'y avait pas de raison de le laisser à des formations politiques qui en faisaient un instrument. Et donc la réappropriation de la République, notamment le 11 janvier 2015, dans cette immense foule qui a envahi les rues de la France, 4 millions de personnes, ce qu'on n'avait jamais vu depuis la mort de Victor Hugo, ça a été quelque chose de très fort pour dire elle est vivante, la République. Alors, est-ce que c'est Marianne, est-ce que c'est la République, est-ce que c'est le symbole de l'une de l'autre, peu importe, ça veut dire quelque chose dans la symbolique. Ce sont des attentats contre la liberté culturelle, la liberté d'aller et venir, la laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté de croire ce que l'on veut. C'est ça, les attentats. Eh bien, répondons-leur avec ce symbole de Marianne et de la liberté qui nous rassemble tous, qui que nous soyons et d'où nous venons. Cette liberté qui a coûté des vies, Marianne n'a de cesse de l'incarner. C'est pour ça que se lance sur Internet le hashtag « Nous sommes tous Marianne » pour que chacun puisse à son tour s'approprier ce symbole. Je suis donc allée voir Elsa Wolinski, particulièrement concernée et très suivie sur les réseaux sociaux.
L'idée aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux avec Marianne et de se poster avec un bonnet, c'est une vraie belle image qu'on offre. Elle a toutes les couleurs, toutes les formes. Se poster avec le bonnet phrygien et dire « nous sommes tous Marianne », c'est pas non plus anodin, c'est pas un truc un peu mode. Marianne, elle n'est pas mode, et elle n'est pas tendance. Marianne, elle est tout le temps, la tendance, ça passe. Marianne, c'est la société, c'est notre vie. Et dans cette société, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Voilà. Et pour qu'on réhabiliter cette Marianne, on se poste en Marianne. Les valeurs que représente Marianne, nous pouvons tous nous les approprier. Le hashtag Nous sommes tous Marianne se mobilise de façon ludique pour l'affirmer. Tout le monde porte en soi les valeurs démocratiques de la République. Nous sommes tous, surtout nous, Français, porteurs de cette devise liberté, égalité, fraternité qu'incarne Marianne. Ce qui fait que même si elle a le visage de tel ou tel, tout le monde peut être Marianne. Tout le monde peut être Marianne. Tout le monde est Marianne en fait. On l'a dans les mains et la question c'est juste qu'est-ce qu'on en fait, je crois. Après avoir représenté la République et la nation, celles et ceux qui participent au hashtag s'inscrivent dans notre histoire et permettent de retrouver le sens premier de Marianne, celui de la liberté. C'est le plus bel hommage qu'on rend à cette femme extraordinaire qui est Marianne, qui incarne la liberté. Aujourd'hui, la liberté est traquée par tout le monde, on ne croit plus en la liberté. Ben si, il y a une femme qui nous regarde et qui nous dit « Suivez-moi sur le chemin de la liberté ». Nous sommes tous Marianne. Nous sommes tous Marianne. Nous sommes tous Marianne.